toutes et à tous. Et un grand merci d'être présent sur cet échange largement ouvert à notre communauté du vol libre, donc notamment pilotes, organisateurs, mais pas seulement. Juste très rapidement, vu que je prends la parole, je me présente en quelques secondes. Je suis Eric Wyss, donc je suis le coordonnateur du projet de modernisation, d'évolution des compétitions en course. Je suis également le directeur technique national de la Fédération française de vol libre. Donc, je vais prendre la main et la parole sur cette première séquence de présentation. Voilà, on va être sur un format où donc vous êtes très nombreuses et nombreux. On n'a pas de visibilité précise sur le nombre de personnes qui vont participer parce qu'on a largement diffusé l'information. Voilà, donc elle a été diffusée à pas loin de 1500 personnes, hein. Donc on n'a pas trop de visibilité sur la disponibilité et le désir des gens de participer à cet échange. On va prendre un temps de présentation à deux voix. Alors, première petite consigne juste technique pour limiter les problématiques de parasitage vidéo et son. On vous invite à couper votre caméra et à couper également votre micro. Voilà. Donc, comme je le disais, il va y avoir un temps de présentation à deux voix. Donc, moi-même qui vais démarrer. Et ensuite, Laurent Chaleil, qui est donc le président de la commission compétition parapente, qui prendra la suite. Et à l'issue de cette présentation, nous aurons un petit temps d'échange, mais compte tenu effectivement du nombre de participants, on vous proposera un système d'échange un petit peu différent, notamment par retour d'informations et sur la construction d'une foire aux questions derrière. Voilà. On est Donc, plus de 150 déjà. voilà. Merci Laurent pour l'info. Donc, on est bien ici dans une réunion une visio de lancement de la saison 2025. Voilà. Et on va donc vous présenter les évolutions majeures pour le lancement de cette saison. Alors, je te propose, Laurent, de passer sur le sommaire. Merci. C'est fait. Alors, on va balayer un certain nombre de points. Donc, je vais vous donner quelques éléments introductifs, un rapide historique donc des actions qui ont été menées et qui nous amènent aujourd'hui à ce lancement de compétition en ce 8 février. Nous nous attarderons un peu sur les constats principaux donc, qui ont conduit aux évolutions que nous proposons. Et puis, évidemment, nous rentrerons un petit peu dans le détail des évolutions principales. Ensuite, donc, Laurent prendra la parole nous ferons un petit zoom à la fois sur les formats de compétition, notamment parapente, on reviendra, mais on parlera un tout petit peu de delta aussi. Un zoom sur les dispositifs d'accompagnement des staffs. Donc, quand on a sous ce vocable, on entend c'est l'ensemble des organisations hein, et des organisateurs. Voilà. Un zoom également sur une évolution importante du dispositif qui est proposé, qui est le module d'initiation à la compétition. Et ensuite, on aura ce temps d'échange. Voilà, Laurent, je te propose de passer sur l'introduction. Alors, en quelques éléments introductifs, effectivement, donc on est bien sur une réunion de lancement hein, qui s'adresse très largement, comme je l'ai dit, à l'ensemble des pilotes qui ont des cartes compétiteurs, mais on a ouvert aussi la possibilité à l'ensemble des licenciés de venir écouter ces échanges. Des organisateurs, bien sûr, qui ont été déjà amenés à échanger avec nous un certain nombre de fois.
Alors, un point un petit important, vous avez vu dans le titre, le mot distance a disparu au profit du mot course. Ça nous paraît beaucoup plus cohérent au regard de la logique interne, hein, du jeu, qui est bien de réaliser des parcours avec une dimension, un rapport au temps et un rapport au chronomètre, un rapport au classement qui nous fait considérer qu'on est beaucoup plus dans une logique de course qu'une logique de distance, comme peut l'être par exemple la Coupe fédérale de distance, où là, effectivement, c'est le jeu de la distance qui est privilégié. Donc le projet, là, c'est effectivement un projet d'amélioration de la sécurité par la modernisation des circuits et d'un certain nombre de processus que nous allons décrire. Et l'idée, c'est vraiment fondamental et qui supplante toutes les autres, d'amener un cadre protecteur pour l'ensemble des acteurs du milieu, protecteur pour les organisateurs, protecteur pour les pilotes. Et donc, évidemment, même si on a parfaitement conscience qu'on n'est pas à l'abri de l'incident ou de l'accident dans nos activités, notamment en compétition. En tout cas, il est de notre devoir d'essayer d'améliorer ce cadre protecteur et en tout cas de le rendre plus protecteur pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc, ce qui nous a amené là, c'est un ensemble d'échanges et de construction. Donc, alors les organisateurs le savaient, hein, aujourd'hui, c'est une équipe de plus de 16 personnes, hein, qui est à l'origine de ce qui est proposé aujourd'hui. Et, euh, et donc, nous avons été dans un ensemble d'échanges, de travaux, voilà, avec un comité de pilotage, une équipe projet et des échanges avec un certain nombre d'acteurs. Alors, voilà, Laurent est passé sur le petit historique. Donc, comment ça s'est construit? Effectivement, vous le savez très bien, hein, ce qui a, on va dire, amorcé un déclenchement un peu plus massif et rapide de la situation, c'est l'accident euh, dramatique de Timo, mais en fait, on le verra, aussi un ensemble de constats en fait, qui sont indépendants, hein, aussi de cet accident, qui nous ont amenés à une réflexion rapide. Donc effectivement, suite à cet accident, il y a eu un travail fait dans l'urgence pour pouvoir reprendre les compétitions dans des conditions un tout petit peu plus sereines, début juillet. Et donc, ensuite, effectivement, les compétitions se sont déroulées pendant tout l'été sous un modèle notamment d'organisation et de suivi des pilotes. C'était essentiellement sur cet aspect que le travail avait été porté, sur les systèmes de suivi, les systèmes de tracking et les systèmes de levée de doute pour pouvoir intervenir rapidement sur les pilotes. À l'issue de cet été, il a semblé cohérent de partir sur une réflexion plus de fond et susceptible d'embrasser plus largement la problématique sécuritaire et la modernisation de nos formats. Donc c'est la raison pour laquelle, en septembre 2024, on a créé un groupe de pilotage et puis une équipe de travail dans la foulée. Donc, je le disais, de 16 personnes, avec l'idée de recruter un certain nombre de compétences adaptées aux problématiques qui se posent, hein. Donc, il y a des compétences sur le plan sécuritaire, sur le plan sportif, sur les logiques d'entraînement, et puis aussi d'aller recruter des personnes qui soit représentative de l'ensemble des acteurs de notre milieu, donc effectivement des pilotes, des organisateurs, des directeurs d'épreuves, des conseillers techniques, des élus de la fédération qui sont impliqués particulièrement dans le domaine de la compétition sportive. Donc à partir d'octobre, ces travaux se sont lancés et plusieurs réunions donc, de travail, de concertation et d'échange ont eu lieu jusqu'à la production aujourd'hui, en fait, donc d'un règlement sportif
et d'un manuel opérationnel des compétitions courses pour 2025, ces documents ayant été validés très récemment, le 2 février dernier. Alors, dans ce laps de temps, effectivement, il y a eu donc les travaux de l'équipe dont je vous parle, et puis nous avons recueilli de nombreux retours d'informations, des documents, des échanges avec nombre d'entre vous, et particulièrement un nombre conséquent d'organisateurs qui ont fait un travail vraiment de qualité qui nous a été proposé et livré au mois de janvier. Voilà, donc un travail très fourni sur la base d'un grand tableur Excel avec un certain nombre de points critiques, mais critiques constructives sur ce qui avait été proposé. Donc juste pour rappel, pour les gens qui ne sont pas organisateurs, qui sont pilotes, le 9 décembre, nous avions eu une réunion de présentation de l'état de nos réflexions. Et suite à cette réunion, de leurs propres initiatives, un groupe conséquent, près de 60, 40, entre 40 et 60 personnes, donc ont proposé un document et on les remercie, dont on a été destinataire en janvier. Et donc, on a travaillé sur la base de ce document. Et donc, effectivement, et on s'en excuse de ce point de vue-là, on a peut-être manqué de communication interactive avec les gens qui avaient produit ça, même si, par ailleurs, on était régulièrement en relation avec certains d'entre vous. Donc, effectivement, ben, ces données ont été remontées. Certaines ont été prises en compte, d'autres non, pour des raisons qu'on va expliciter un petit peu plus loin. Je te laisse avancer. Alors, comme je l'ai exprimé dans le sommaire général, on va commencer par une phase un petit peu longue, mais nécessaire, d'identification des principaux constats qui nous amènent aujourd'hui à faire les propositions qu'on va vous présenter un petit peu plus loin et dont certains d'entre vous sont déjà largement informés. Alors, en fait, on a 5 gros domaines en fait, de constats qui nous amènent à ces évolutions. Donc, d'abord, des constats sur le dispositif, sur l'ensemble des dispositifs sécuritaires de nos compétitions courses. Voilà, un certain nombre de constats sur l'accompagnement, sur le niveau d'accompagnement des staffs. Hein. Donc voilà, je rappelle ce vocable, c'est l'organisation dans son intégralité avec l'ensemble des postes. Voilà, des constats sur l'hétérogénéité des niveaux, donc des pilotes en situation de compétition. Aussi un constat lié donc en fait tous ces constats, ils sont à la fois, il y en a qui sont construits en amont de l'historique que je vous ai présenté, et d'autres qui se sont consolidés au cours de l'ensemble des supervisions et du déroulement des compétitions estivales et automnales. Donc, on a un constat sur la complexité du manuel opérationnel qui devait être mis en œuvre, et puis sur des disparités avec l'international. Donc, on va commencer par les dispositifs sécuritaires. Laurent, on va enchaîner. Voilà. Alors, quelques faiblesses identifiées, mais déjà de longue date sur les dispositifs sécuritaires de nos compétitions, une fragilité en termes de suivi des pilotes. Voilà, ça vous le savez, toutes les compétitions n'étaient pas soumises au tracking et donc une vraie difficulté à positionner, géolocaliser les pilotes en temps réel dans nos compétitions. Voilà, et donc qui est parfaitement, qui est très 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 interconnecté à ça, des difficultés à ce qu'on appelle à faire des levées de doute, c'est-à-dire à avoir des confirmations. Ah, j'ai perdu l'écran. Voilà, j'ai tout perdu là. Voilà. Tu t'as arrêté le partage, Laurent? Non, non. Je sais Bon, pas, il a ouais. sauté. On l'a tous perdu. Oui. Ah Ouais, ouais, non, d'accord, mais il ok. revient. C'est de Ok. retour. Alors,
Parfait, merci beaucoup. Donc, des difficultés effectivement à confirmer qu'un pilote est en l'air ou susceptible d'avoir subi un incident ou un accident. Donc, effectivement, ben, forcément, c'est lié. Des difficultés de déclenchement et d'intervention. Hop, on a reperdu l'écran encore, hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer de résoudre Non, ces petits sur... problèmes techniques. T'en étais où? C'est bon, On c'est était bon. sur les faiblesses, voilà. Et effectivement, un constat aussi sécuritaire sur une question plus large et beaucoup plus complexe et qui revient de manière très très régulière sur la question de la régulation de l'engagement des pilotes en situation de course. Voilà, on peut passer sur le deuxième constat. C'est fait. Alors voilà, moi je ne l'ai pas à l'écran, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, un constat, voilà, qui était vraiment, qui est apparu donc suite aux événements de cet été et donc à l'arrivée notamment de dispositifs de sécurisation plus complexes et plus complets. Donc, on a identifié vraiment un besoin d'accompagnement en amont des compétitions pour l'ensemble des staffs. Voilà, notamment des fragilités dans la formation des rôles clés qu'on demandait, hein. Forcément, il y en a qui étaient déjà existants, mais il y en a de nombreux qui étaient nouveaux, notamment sur le côté sécuritaire et sur le côté du suivi et de la coordination de sécurité. Et on a aussi identifié que pour les organisateurs qui ont eu l'opportunité d'enchaîner plusieurs compétitions, autant il y avait un effort très important d'appropriation de toutes ces nouvelles exigences sur la première compétition, mais après, évidemment, sur la seconde compétition, ça devenait beaucoup plus fluide. Ce qui nous donne quand même de l'espoir sur le fait que ceux qui ont mené notamment des compétitions, et on les a remerciés en 2024, vont quand même être beaucoup plus à l'aise pour renclencher ça en 2025. Hop, le point Bon, suivant. c'est passé. Alors, le point suivant, j'ai une inertie terrible dans l'affichage. Voilà, je vois toujours pas. Donc, hop, je ne sais pas de quoi. Ah voilà, C'était... l'hétérogénéité des niveaux, pardon. Alors, ça, c'est un point fondamental. C'est pareil, hein, qui n'a pas été, qui n'est pas à proprement parler lié à l'incident, mais qui est en fait qui est un constat qui monte en puissance sur l'hétérogénéité du niveau des pilotes sur une même manche, sur une même compétition, avec des différences d'expérience et de matériel qui sont extrêmement conséquentes. Et notamment, c'est particulièrement sur les compétitions d'accès de découverte. Voilà, donc vous savez que pendant quelques années, là, il y a eu des challenges d'initiation à la compétition, à la distance. Voilà, donc c'était le D, là. Et donc, on était plus dans des logiques de formation que dans des logiques purement compétitives. Et donc, ce constat d'hétérogénéité qu'on a vu on va dire dans les premiers niveaux, mais on le perçoit également dans les niveaux importants, notamment le championnat de France. Et donc ça, c'est un paramètre qui nous a conduit à proposer un certain nombre d'évolutions. Le point suivant. C'est Alors, fait. voilà, la complexité du manuel. Donc ça, c'est vraiment typique des constats de cet été. Effectivement, à partir du 7 juillet, on a demandé à l'ensemble des organisateurs, mais également aux pilotes, hein, parce qu'il y a toute une partie qui impacte directement sur des obligations qui s'imposent aux pilotes, hein. En tout cas, voilà, un certain nombre d'exigences complémentaires qui s'imposent aux pilotes et qui sont connexes au travail de l'organisateur. Donc, on a bien vu que le manuel opérationnel qui avait été proposé est fait en 3 semaines, hein, donc il était forcément perfectible et il nécessitait un certain nombre d'ajustements. Voilà, il était complexe à mettre en œuvre. Bon, évidemment, on comprend bien que c'était aussi beaucoup lié à la nouveauté des dispositifs qui étaient proposés, et puis qu'on avait un temps d'appropriation qui était extrêmement contraint pour les organisateurs
qui a nécessité un gros accompagnement et qui est, je l'ai dit un peu plus haut, était de toute façon insuffisant. On peut Tout à fait. continuer. Alors, autre point de constat vraiment important et qui est pareil, hein, qui a aussi une antériorité, c'est la question des disparités avec l'international, cette tendance qu'on aime beaucoup et peut-être que on est certains à vouloir cultiver, qui est d'avoir un modèle à la française un petit peu particulier. Bon, sachant que ça s'explique aussi historiquement, hein, c'est qu'en fait, effectivement, la France a été souvent pionnière dans un certain nombre de choses en parapente, dans l'histoire du parapente, et également dans la compétition. Mais il se trouve que là, aujourd'hui, on était sur une vraie disparité, notamment, voilà, maintenant le tracking systématique dans nos pays voisins, ça fait un petit moment que c'est le cas. On avait tendance à utiliser des systèmes de scoring qui n'étaient pas généralisés et s'appuyer sur des règlements qui étaient très atypiques, quoi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des constats principaux. Tout à fait. Maintenant, il faut les évolutions. Et donc, voilà, merci Laurent. Donc, on va maintenant, exactement en symétrie, hein, vous l'avez vu, c'est la même présentation, on est sur 5 blocs. Voilà, ces constats principaux donnent lieu donc à un certain nombre de pistes prescriptives qui sont proposées pour 2025 et qu'on va vous présenter. Donc, hein, vous avez vu, donc, il y a l'aspect sécuritaire, l'aspect formation des staffs, la question de l'homogénéité, donc l'homogénéisation des niveaux qui répond au constat d'hétérogénéité. Et donc, on va balayer l'ensemble de ces points. Alors, sur le plan sécuritaire, la grande évolution que la plupart d'entre vous connaissent maintenant, c'est la dissociation dans les organisations entre les staffs sécurité et le staff sportif. Vous savez, historiquement, le directeur d'épreuve avait un spectre extrêmement large d'action de ce point de vue-là, sur le plan, à la fois sur le plan sportif et sur le plan sécuritaire. Et donc, ça rendait extrêmement complexe son action. Alors évidemment, ça reste un rôle totalement central, hein, le directeur d'épreuve. Mais donc maintenant, on a un staff qui est vraiment dédié aux questions sécuritaires avec le coordinateur sécurité, l'animateur de sécurité et compétition et le staff de l'eye tracking. Voilà, donc de suivi en direct. Et puis effectivement, qui travaille en collaboration étroite avec le directeur d'épreuve, parce qu'évidemment, vous le savez très bien, hein, les choix du directeur d'épreuve impactent évidemment aussi lourdement sur la sécurité. Donc c'est un travail collaboratif. Et puis avec le scoreur, et également la manière de scorer les manches, on le verra un petit peu plus loin, impactent sur notamment la manière de s'engager dans la situation de course. Donc les autres points fondamentaux, c'est sur le process en fait de levée de doute. Voilà, donc ce process de levée de doute, il est intimement lié au système de suivi, hein. À partir du moment où on a un système de suivi qui est fiabilisé, eh ben, en fait, on peut assez facilement identifier la localisation des pilotes et dès lors qu'on a un certain nombre de doutes sur sa situation, eh ben, il y a tout un processus, voilà, qui est basé à la fois sur la tracking, basé sur les systèmes radio, qui nous permet de lever le doute et de confirmer qu'on a un problème ou pas. Bon, ce qui permet donc effectivement dans des délais nettement plus contraints d'envisager le déclenchement et les interventions. Voilà. Et donc effectivement, un des éléments de fiabilisation de ce système de suivi, c'est le suivi sur des trackers secondaires, voilà, qui est maintenant donc généralisé. On a un tracker primaire, donc on peut le citer, hein, vous le connaissez hein, pour la plupart, qui est fondé sur le système Flymaster, et puis un système de tracker secondaire, notamment fondé sur une plateforme d'agrégation qui s'appelle PureTrack. Voilà, donc parmi les postes un petit peu novateurs
et qui ont pas été mis en œuvre cet été et qui sont fondateurs dans le projet qui est porté là aujourd'hui, c'est effectivement cet animateur sécurité qui va s'inscrire dans une démarche visant à faire remonter à la conscience des pilotes, des organisateurs, régulièrement leur motivation, leurs objectifs, à les interpeller en fait sur leur vulnérabilité et sur le niveau d'engagement qu'ils sont prêts à mettre. Et parfois, on le voit au détriment de leur intégrité physique et psychique. Donc voilà, ça c'est un aspect sécuritaire qui est très important. On vous le dira, on vous en parlera un petit peu plus loin. Deuxième champ d'évolution majeur sur la formation des staffs. Donc on a dit un constat de fragilité dans l'accompagnement des staffs. Donc là, on va faire un zoom là-dessus. Laurent vous le fera un petit peu plus loin dans la présentation. L'accompagnement, donc là, on met vraiment des énergies, des moyens, des ressources humaines et financières et matérielles pour pouvoir accompagner les organisateurs bien en amont avec donc ça vous aura pas échappé, il y avait un vocable qui a utilisé cet été de supervision, superviseur. Voilà, on est dans une logique plus orienté sur l'accompagnement, même si effectivement il y a une logique de contrôle aussi derrière, et donc ce qui est porté par le responsable compétition fédérale. Voilà, et donc là on a développé tout un processus de formation fondé sur des blocs de compétences pour l'ensemble des rôles clés qu'on va vous détailler un petit peu plus loin. Et un petit point que je dis là-dessus, c'est que on va mettre on est vraiment dans l'échange avec les organisateurs et donc les personnes qui ont déjà porté des rôles clés dans les organisations, on sait qu'elles ont des expériences et des compétences et donc elles peuvent d'ores et déjà reprendre ces postes en 2025. On va en revanche, et je pense que ça va les intéresser, les inciter à venir suivre les modules de formation complémentaires, voilà, mais à ce stade, elles peuvent d'ores et déjà reprendre leur poste avec l'accompagnement du responsable compétition formation. Troisième gros bloc d'évolution. L'homogénéisation des niveaux. Voilà, donc on était ce constat d'hétérogénéité, voilà, il était assez flagrant et aujourd'hui, il y a tout un travail de fond sur l'homogénéisation des niveaux des pilotes en situation de compétition avec une vision qui est que la suivante, c'est que c'est le fait de voler avec des pilotes qui ont des expériences et des types d'équipements qui sont assez proches, ça apporte à la fois sur la sécurité, mais pas que, ça apporte aussi sur l'équité sportive et in fine sur l'attractivité pour les pilotes à aller rejoindre la compétition. Voilà, donc ça nous paraît vraiment très important. Bon, également, je crois qu'on est aussi dans une évolution du volumétrique et historique de nos activités, qui fait qu'aujourd'hui, on est prêt à dissocier un petit peu plus les niveaux, comme ça se fait dans la plupart des activités sportives, voilà, où globalement, on homogénise les matériels et les différentes catégories de formats sportifs. Voilà. Donc, dans cette logique-là d'homogénéisation des niveaux et de formation, voilà, donc effectivement, une différence assez fondamentale avec ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est que l'entrée à la compétition, alors on parle des gens qui n'ont pas fait de compétition dans les 10 dernières années et qui sortent notamment d'un brevet de pilote confirmé, on va leur demander donc de passer par un module d'initiation à la compétition. Voilà, qui va être encadré et qui va leur permettre d'acquérir un certain nombre de choses. On en parlera un petit peu plus loin. Donc, le fond de la réflexion, c'est vraiment d'avoir une forme de progressivité dans l'évolution des pilotes dans leurs apprentissages, dans leur développement de leurs compétences.
Et donc que ces compétences leur permettent d'optimiser l'adéquation qu'il y a entre leurs propres expériences de pilote, les matériels qu'ils utilisent et l'exigence des formats sportifs. Voilà, donc évidemment, je viens de parler des matériels. On comprend aussi qu'il y a une question de comparabilité des aéronefs, hein. C'est effectivement, c'est pas à vous que je vais expliquer qu'il y a quelques différences entre une CCC et une B+. Et pour autant, il y a de grands intérêts à pratiquer la compétition dans des formats adaptés avec ces deux aéronefs-là. On peut continuer. Simplification du manuel opérationnel. Alors voilà, donc effectivement, on n'était pas dupes, hein. On voyait bien qu'on avait produit en 3 semaines un manuel opérationnel complexe, avec beaucoup d'éléments et d'exigences nouvelles qui nécessitent une forte appropriation. Donc on a vraiment fait un effort de simplification, mais surtout de clarification. Donc évidemment, alors d'abord, manuel opérationnel, il y a un sujet qui fait régulièrement débat et le débat est complètement légitime de ce point de vue-là. C'est pourquoi doit-on dissocier un manuel opérationnel du règlement sportif? Voilà, l'idée, c'est une idée qu'on va essayer de généraliser, qui est d'ailleurs qui est bien plus largement usitée au-delà du vol libre. C'est que l'idée, c'est que le manuel opérationnel, il est il pose les fondamentaux sécuritaires, voilà, et le règlement vient affiner et mettre et développer les processus et les mises en œuvre. Voilà, ça c'est vraiment important parce que en fait c'est quelque chose qu'on va probablement généraliser plus largement au-delà de la compétition. Je vous prends un exemple très concret, il y en a plein qui connaissent ça. Par exemple, sur une qualification biplace, on va imaginer le manuel opérationnel du biplace, voilà, donc ce qui est vraiment les fondamentaux sécuritaires. Et à côté de ça, il y aura tout le contenu, le référentiel de compétences et de formation qui va avec. Voilà, donc là on focalise sur les éléments sécuritaires essentiels. L'idée, c'est de les clarifier et de synthétiser de manière le plus claire possible les actions de chacun des rôles. Et puis, bon, donc de poser les process, notamment en termes de levée de doute et de suivi des pilotes, pardon, et de levée de doute. Voilà. Ensuite, l'alignement sur l'international. voilà. Donc, le point suivant, il est sur, on l'a dit, une volonté de limiter les disparités qu'il y avait avec l'international. Alors, l'idée, ça veut dire qu'on essaie de restructurer nos règlements au regard au plus proche de ce qui se fait à l'international, notamment la Fédération aéronautique internationale. On est parti, pour l'instant, et j'insiste sur ce, en tout cas pour 2025, sur un système de scoring qui est le plus largement usité chez nos voisins et qui est déjà connu par nombre de nos organisateurs, qui est FS-Comp, voilà, sur l'ensemble des circuits. On essaie aussi d'avoir un système de sélection qui est le standard international avec le World Paralympic Ranking. Voilà, donc le WPRS de nos compétitions. Voilà, alors c'est pas que sur les compétitions au niveau, hein, en fait aujourd'hui on va d'abord le mettre sur les compétitions qui sont plutôt orientées sur ce qu'on appelle la Pro Série qu'on présentera un peu plus loin, mais pour autant c'est amené à se généraliser. Voilà, mais dans une année zéro, là, on ne pouvait pas directement partir sur l'intégralité de ce système-là. Donc voilà, alors typiquement, ce qu'on a appelé la Fédérale 2 avec la limitation ENC 6,5 d'allongement, là, c'est typiquement une standardisation sur l'international, mais en même temps, et je l'ai évoqué, c'est un désir de progressivité de l'évolution et du développement des compétences pilotes. Voilà, donc on le sait, on n'est pas naïf là-dessus, on sait très bien qu'on peut tout à fait dévier ou dévoyer ce type de niveau de compétition cadré par la classe. Effectivement, s'il y a tous les champions qui se mettent à aller voler dans cette classe-là, forcément, on dévoie la logique qu'on essaye de mettre en place d'une progressivité dans les circuits.
Mais bon, voilà, effectivement, c'est une critique légitime et qu'on entend. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle un peu de la philosophie et l'approche de notre système. Voilà, évidemment, aussi sur l'alimentation nationale, aujourd'hui, on est très présent, mais c'est historique, hein, à la FAI, à la CIVL. Il y a notamment parmi vous qui sont ici présents des délégués sur la CIVL ou le HPU, donc qui est l'Union européenne, sur laquelle on est présent, et ça impacte assez fortement, en fait, hein, les visions sur les évolutions des circuits de compétition. Voilà, on peut enchaîner. Alors, le zoom sur les formats de course. Ah voilà, donc je laisse la parole à Laurent sur donc la suite, effectivement. À Laurent, c'est à toi. Ok, donc en fait, les circuits français vont se découper en 3 circuits différents. Donc c'est ce qu'on trouve en bleu pour le parapente, et puis en 2 types de circuits différents pour le deltaplane en vert. C'est les couleurs de la Fédé par rapport aux activités. En parapente, donc une première série qui est la Fédérale 2, donc on a, comme évoqué avant, qui sera limitée en ENC max. On a une série, la Fédérale 1, qui est une série plutôt pilote aguerri, volant régulièrement en compétition française, et les Pro Séries, qui est plutôt pour le très haut niveau, nos sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, pour entrer dans les compétitions, on a beaucoup de compétiteurs qui arrivent sur leur première compétition et qui arrivent avec plein d'éléments qu'ils ne connaissent pas, et qui sollicitent souvent l'organisation pour des explications. Et c'est pas à ce moment-là, pour nous, qu'il faut qu'ils le fassent. Et pour que tous les pilotes puissent arriver avec les bons bagages, savoir comment se passe une journée de compétition, ce qui était un peu l'idée du CID. Mais qui était placé comme un challenge, mais encadré par des moniteurs. Donc en fait, on a créé un module d'initiation à la compétition où on accède après le BPC. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Alors, ma diapositive. Alors, les fédérales 2. Donc il y a une logique sportive. Donc en gros, c'est des manches qui sont choisies pour offrir des parcours sportifs d'ampleur modérée, permettant aux pilotes d'expérimenter au regard de leur expérience. Donc voilà, donc c'est tous les pilotes qui commencent la compétition ou qui en font pas régulièrement, ou voilà, qui volent et qui veulent se faire plaisir sans voler avec des gens qui volent avec des machines de course. Les conditions d'accès, c'est accessible à tous les pilotes FFVL, bien sûr qu'il y ait une carte compétition, et limité. Et bien sûr limité en NC, comme on l'a dit précédemment. Les sélections, bah, comme c'est un accès, on va dire, général, premier inscrit, premier sélectionné. Une nouveauté, sur le premier round de sélection, les femmes, il y a 50% des places réservées pour les femmes. Voilà, c'est dans une des politiques de la Fédé, d'accompagner les femmes, le sport au féminin, dans les compétitions. Donc voilà, c'est une ouverture. Le scoring, donc comme on a dit avec l'alignement sur l'international, on a aussi un alignement sur toutes nos séries. On aura le même logiciel de scoring, que ce soit une fédérale 2, une fédérale 1 ou une pro série. Donc un bénévole qui a été formé pour faire du scoring, il pourra être capable de scorer tout type de compétition. Et pas comme avant avec deux logiciels différents et des niveaux différents. Pour les fédérales 1, donc une logique sportive, sont des épreuves où les manches sont choisies pour exploiter de manière optimale en fait les conditions du jour. Les conditions d'accès, alors il faut être classé dans la première moitié du classement permanent français, le FPRS, ou dans le premier quart les 5 dernières années. C'est un élément qu'on a rajouté parce qu'on n'avait pas pris en compte des gens qui pouvaient arrêter l'activité pendant 2 ans, par exemple, pour passer un DEGEPS ou un personnel ou professionnel. Donc voilà. Mais s'ils ont été dans le premier quart du classement permanent français sur les 5 dernières années, ils peuvent accéder sans problème au fédéral 1.
Les sélections, donc les sélections des pilotes se font cette fois-ci par l'ordre du classement FPRS. On a la même règle pour nos publics féminins. Et le scoring se fait par FSComp, donc sous le référentiel GAP, et avec des leading et des discards, comme ça se fait sur toutes les feuilles 2. Ce que j'ai pas dit sur les fédérales 2 et les fédérales 1, ou voire les pro séries, les fédérales 2 et les fédérales 1, ça peut être des compétitions courtes ou longues. Il n'y a pas de différence. Si on prend un exemple, demain à La Réunion, il y a 2 manches qui vont être courues avec 17 pilotes en fédérale 2 et 13 pilotes en fédérale 1. Ils sont sur le même site. La différence, c'est qu'ils n'auront pas le même start et pas le même parcours. Alors, pour les pro séries, donc la logique sportive, c'est des épreuves de niveau international où les manches se sont choisies pour exploiter les conditions optimales de la journée pour nos pilotes de haut niveau. En France, on pouvait le voir à la super finale, on a un nombre de pilotes qui excellent en parapente. On a encore un vivier derrière qui est important et pour qu'ils puissent s'exprimer correctement et qu'on puisse aussi faire valoriser nos compétitions de haut niveau en France vis-à-vis de l'étranger, pour que des pilotes étrangers viennent aussi participer et monter encore le niveau. Donc, on a fait le choix, et c'est le haut niveau qui le veut et qui est globalement qui est logique, c'est que voilà, pour y accéder, il faut être classé dans les 1500 au classement WRS, donc c'est le classement international. Et les sélections se font, toutes les sélections se font sous le classement WRS. Il n'y a plus le classement français. Voilà, que ce soit un étranger ou un français, on est sur la même grille. Et le scoring, on est aussi sur FSComp, le système GAP, avec des leading et des discards. Donc, deuxième point de zoom, comme avait évoqué Eric, voilà, on a découvert, alors pas récemment, hein, on le sait depuis un moment, qu'il y a un vrai manque de formation et d'accompagnement des différentes personnes qui opèrent sur nos compétitions en France. Donc pour ça, on a créé un plan de formation. Avant, il existait une journée de formation des EDT. Là, on a mis un plan de formation avec 6 modules différents. On a une brigade de référents compétition fédérale qui sont là en termes de référents pour accompagner l'organisateur dans toutes les démarches en amont de la compétition pour qu'aujourd'hui tout soit prêt. Dans les moyens financiers et matériels qui a été évoqué plus haut, la fédération met à disposition gratuitement les trackers sur les événements. Comme on disait, les moyens humains et matériels, voilà, entre les trackers, les formations et l'accompagnement avec même des systèmes voilà, qui permettraient d'avoir des experts sur certains domaines de façon à avoir comme une hotline. Voilà, un organisateur qui a un souci à un moment, il peut contacter les personnes référentes sur les différents domaines, que ce soit sur le tracking, sur le scoring, sur d'autres éléments ou relations avec la DGAC ou autre à côté. Donc, pour ceux qui ont fait des compétitions cette année, ils ont découvert certains postes, sauf l'animateur sécurité, mais je vais les rappeler. Donc, en fait, on a le référent compétition fédérale, donc en fait, qui est nommé par la commission compétition parapente sur chaque événement. Il y a un référent. L'organisation, dans l'organisation, il doit avoir un directeur d'épreuve, un coordonnateur sécurité, un live tracker, scoreur, animateur sécurité et coordonnateur au décollage. Alors, ce sont des rôles. Ce n'est pas forcément des personnes. On peut imaginer qu'un directeur d'épreuve, une fois que tout le monde est posé, puisse faire le scoring. Qu'un navetteur, il monte au déco, fait le coordonnateur de décollage. Que même un live tracker
quand tout le monde est posé, il n'a plus de travail sur le lav track, il peut faire le scoring. Voilà, c'est en fonction des sites, en fonction, parce que tous les sites ne sont pas configurés pareil, entre où est le PC course, où est le décollage, comment ça se pratique. Voilà, en fonction de la taille, le nombre de pilotes. Voilà, et dans le manuel opérationnel, il est décrit en fait que les rôles, à partir de quel moment le rôle doit être prépondéral, la personne doit faire que ça. Si on prend par exemple le live tracker comme exemple, et ben, le live tracker, à partir du moment où le premier tracker est mis en route, jusqu'au dernier pilote posé en sécurité, voilà, son rôle, il ne peut pas faire autre chose à ce moment-là. Alors, dans les modules de formation, donc on a fait des modules de formation que plutôt des formations par poste, parce qu'il y a certains modules où des postes, ben, il faut qu'ils fassent plusieurs modules. Donc, on les a décomposés en 6 modules. Donc, le premier, c'est de l'organisation globale de la compétition, travail en équipe. Alors, ça touche tout le monde, c'est connaître comment se passe une compétition, voilà, quel rôle fait quoi, que tout le monde, en fait, quand ils sont sur le terrain, sache qui contacter et qui fait quoi. Un deuxième poste de module important qui est la construction de manches. Alors, concilier performance sportive et sécurité, pour les DE et les coordinateurs sécurité. La partie scoring de compétition de course, donc les outils et méthodes, donc pour le directeur d'épreuve et pour le scoreur. Le suivi en direct, la sécurisation et la gestion en temps réel des compétitions, donc le live tracking, pour les coordinateurs sécurité et le live tracker. La gestion du décollage et du goal, donc ça c'est des connaissances à avoir aussi bien sur le DE, le coordinateur sécurité, que la personne qui soit en charge de ce rôle-là. Et une sensibilisation aux aspects psychosociaux, donc qui est portée sur les événements par le rôle du DE, du coordinateur sécurité et de l'animateur sécurité compétition. Donc, dans la formation du premier module, l'organisation globale de la compétition, le travail en équipe. Donc voilà, c'est créer un cadre organisationnel structuré et clair pour gérer une compétition, déléguer efficacement les rôles et responsabilités au sein d'une équipe. C'est coordonner les actions collectives avec fluidité, précision pour atteindre un objectif commun. Le deuxième module, construction de manches, bon, pour les directeurs d'épreuve et les coordinateurs sécurité, c'est pouvoir concevoir des manches équilibrées alliant défis sportifs et sécurité, identifier et gérer les risques liés au parcours, aux conditions environnementales, météo et autres, utiliser les outils numériques pour planifier efficacement des manches. Il existe une multitude d'outils, mais voilà, il faut savoir se les approprier, savoir où ils sont pour pouvoir travailler correctement. Communiquer efficacement les consignes, objectifs avec les participants. Donc voilà, que ce soit la communication au sein des pilotes, les consignes sur la manche, l'organisation comment dire, sur le timing de la journée et autres, que ce soit efficace. La partie scoring de compétition, les outils et méthodes. Donc, c'est savoir en fait créer tous les fichiers nécessaires, fichiers balises, espace aérien, paramétrer, configurer le logiciel de scoring avec le paramètre gap, détecter, corriger les anomalies sur des traces GPS qu'il peut y avoir pour pouvoir faire le scoring et assurer un classement équitable et conforme aux règles établies. Pour le suivi en direct, la sécurisation et gestion du temps réel des compétitions, donc c'est pareil, c'est pour le live tracker et le coordinateur sécurité, c'est toute la mise en place du système de tracking avec tout le paramétrage en amont. C'est savoir identifier quelle situation est à risque et de façon à pouvoir intervenir efficacement en cas de doute. C'est une communication claire entre les différentes personnes de l'équipe, du staff, les secours et les pilotes, et gérer des crises de manière organisée. Voilà, il peut avoir, on ne sait jamais, une crise, voilà. La gestion de la crise et les protocoles de sécurité de la FFVL. Le poste de gestion de décollage et du goal, donc c'est organisé pour que le décollage soit fluide et en sécurité.
avec des spécificités au delta, qui ont l'habitude d'avoir des maréchals, et au Gaules aussi. Sur le 6e module, c'est la sensibilisation aux aspects psychosociaux. Donc, le directeur d'épreuve, le coordinateur sécurité, l'animateur sécurité compétition. Donc, c'est un peu tous les éléments qu'on a déjà évoqués précédemment sur la mise en lumière, la réflexion sur l'intégrité physique et psychique, l'engagement, l'exposition du pilote, les effets de groupe, la motivation du pilote à faire de la compétition, l'affectivité et l'émotion. Donc, c'est le 6e module. Alors, sur le module initiation à la compétition course. Donc, c'est un des volets qu'on avait tout à l'heure qui était en orange sur notre diagramme. C'est en gros la passerelle entre le BPC et l'intégration de nos circuits de compétition. Donc il y a une équipe projet qui a travaillé, qui a sorti un référentiel, un memento, sur cette formation, donc qui est basée sur un volume de 4 jours, encadré par 2 moniteurs entraîneurs, avec 16 stagiaires, avec des prises en charge partielles au total possible d'aide financière. C'est à l'étude, c'est pas encore, voilà, on n'a pas encore les tenants et aboutissants, mais c'est dans les tuyaux. Donc, dans l'environnement, voir le module compétition. Alors, les prérequis, c'est avoir le BPC. Une préconisation qui serait que les pilotes, avant d'aller faire la compétition, avec les voiles avec lesquelles ils volent, aient participé à un CIV en amont. On va aborder toutes les compétences humaines et l'implication psychosociale. Ce qui va être approché aussi par rapport à un pilote qui vole déjà en cross, c'est toute la gestion du vol de grappe, et la gestion à la fois radio et de son propre tracking. Le pilote, il est proactif sur ces éléments-là, et bien sûr une sensibilisation sur la performance sur des vols de parcours imposés. Voilà, Eric, je te laisse reprendre la parole. Oui, merci Laurent. Merci pour cette présentation et ces zooms là sur les différents aspects effectivement qui sont des évolutions majeures. Alors vous avez vu, hein, donc il y a quand même voilà, là, on a vraiment focalisé sur effectivement la progressivité dans les formats. C'est notamment matérialisé par effectivement cette entrée en matière là, où il y a une logique vraiment de construire un parcours d'apprentissage et de développement des compétences des pilotes qui nous semble être un nœud vraiment fondamental pour la sécurisation de la pratique, mais également pour le plaisir qu'on a à pratiquer et à progresser, et qui est de nature, de notre point de vue, à inciter de nombreux nouveaux pilotes à s'intégrer dans nos circuits de compétition. Parce que bon, en guise un petit peu de conclusion et puis effectivement d'éléments chiffrés, hein, en 2024, hein, sur les 1400 cartes compétiteurs, il y a des compétiteurs qui ont fait 3 manches ou plus, il n'y en a que 350. Et ce chiffre de 350, il est assez constant depuis plusieurs années. Voilà, on peut rappeler qu'on est quand même 44 000 licenciés dans notre fédération et que, allez, même si on partait sur une base de 1400 compétiteurs, ça serait déjà pas beaucoup, mais quand on fait le constat que seulement 350 de manière régulière font de la compétition 3 manches ou plus, eh ben, on peut considérer qu'on a une marge d'attractivité aux jeux compétitifs qui mérite d'être pensé et développé. Voilà. Donc on a la faiblesse de penser que ce qu'on propose est susceptible d'amener un peu plus de monde, mais effectivement, ça va être mis à l'épreuve de la réalité et de l'analyse. Alors c'est le sens un peu de la dernière diapo de cette présentation.
D'abord, on va laisser un petit peu d'espace effectivement à l'échange. Vous êtes très nombreux, je ne sais pas exactement, en tout Plus de cas, ça, 190. voilà, près de 200 donc présents. Donc on comprend bien la difficulté d'un échange très ouvert ici. Donc dans tous les cas, avant qu'on laisse un petit peu quand même d'espace à l'échange, vous allez avoir l'adresse qui s'affiche à l'écran qui vous permet de poser des questions autant que de besoin pour avoir des demandes d'éclaircissement, de clarification, de compléments sur l'ensemble des choses qui ont été présentées et évidemment sur les contenus des deux documents de référence qui sont d'ores et déjà en ligne, que sont le manuel opérationnel de compétition course et le règlement sportif des compétitions courses. Voilà, je m'empresse de dire que d'ailleurs, ces deux documents, aujourd'hui, ils sont ciblés sur le parapente, que le travail de fond, il a été fait également sur le deltaplane et que ces documents, on était un petit peu moins contraints temporellement avec le deltaplane. Donc, on est en train d'y amener les ajustements notamment sous la plume de Nicolas Oran, qui est le président de la commission compétition. On y amène un certain nombre d'ajustements, que ce soit sur le plan sécuritaire ou que ce soit sur le plan réglementaire, règlement sportif, et donc ils seront en ligne prochainement. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire remonter vos questions sur l'adresse mail. Il y a d'ores et déjà un groupe Discord qui existe pour l'ensemble des organisateurs. Donc là, Laurent saura vous aider si vous avez besoin, s'il y a des difficultés pour vous connecter en tant qu'organisateur sur ce salon, sur ces salons Alors, Discord. il est Et créé et on va l'ouvrir. Il n'est pas encore voilà, ouvert. Voilà. voilà. Donc Mais il est en passe d'être ouvert. Donc on a d'ores et déjà commencé à construire une foire aux questions, mais qui évidemment on va alimenter, incrémenter et faire évoluer au regard de l'ensemble des questions qui vont nous être remontées, que ce soit sur les salons Discord ou sur l'adresse mail ccpp@fabl.fr. Et voilà. Et autre élément important, donc on n'a pas la science infuse. On a beaucoup échangé et débattu et malheureusement pas assez. Et on s'en excuse encore platement. Cette difficulté communicationnelle d'échange avec l'ensemble de la communauté, elle est réelle et on essaye à l'échelle globale de la fédération de la travailler. En fait, hein, il y a un sujet, je dirais, de communication et d'échange qui est fondamental et qu'on doit améliorer à l'échelle de la fédération. Et, donc, il y a eu ce travail qui a été fait et qu'on va donc consolider par les propositions qui vous sont faites là. Et donc, les propositions en fait, qu'on va lancer en 2025, eh bien, évidemment, on va essayer d'avoir un regard critique constructif sur l'ensemble du dispositif. Et donc là, on va développer un suivi participatif qui est en cours de définition là et qui va nous permettre de faire vraiment le suivi et l'ensemble des retours en direct, des avantages, inconvénients, difficultés que l'on rencontre avec les nouvelles exigences et les nouvelles organisations. Voilà. Et donc, ça veut dire que là, on va essayer je suis sûr qu'on va y arriver, même de sortir de cette logique d'urgence qui nous a été un petit peu imposée par l'actualité. Et dès l'été 2025, donc, on va constituer des groupes de travail, on pourrait le mettre au pluriel, des équipes qui vont nous permettre déjà de préfigurer les évolutions 2026 au regard de ce qu'on aura construit sur cette année, sur la base de ce qui est maintenant acté. Alors voilà, c'est acté. Je sais que ça a été entendu un petit peu durement là récemment quand j'ai répondu à certains d'entre vous que ben, effectivement les documents avaient été validés en date du 2 février par le Comité national de parapente, ce qui est statutairement d'usage dans ce qui nous concerne. Et, et pour autant, ben, on comprend bien qu'on ne pouvait pas lancer une saison de compétition
sans avoir consolidé, validé les règlements. Et la première manche de compétition des circuits 2025, elle a lieu donc demain, 9 février, à La Réunion, sur ce nouveau format. Voilà, je pense qu'on peut laisser un petit peu d'espace à l'échange Alors maintenant. juste, je vais rajouter qu'aujourd'hui, il y a eu l'ouverture de la Fédérale 1 de Val-Lauron. Donc, elle est ouverte, les pilotes peuvent s'inscrire. Et qui sera une compétition longue d'une semaine au statut FI2. Donc voilà, je sais que dans le chat, il y avait des questions pour savoir comment on fait pour avoir des points WPRS. Ben, c'est une compétition sur le territoire français qui permet de marquer des points à la fois au FPRS et à la fois au WPRS. Alors, il me semble que si je ne me trompe pas, j'ai pas une visibilité très Laurent, claire. j'ai C'est un Laurent, Laurent Laurent Paniel. qui a demandé la parole. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien, Oui. Laurent. Alors, en fait, j'ai une question, c'est que avant, quand il y avait les sports et les élites, sur les élites, des pilotes qui n'avaient pas le classement, je ne sais plus ce que c'était, 150 au classement permanent, je ne sais plus quoi. Ceux qui n'avaient pas le classement pouvaient quand même s'inscrire sur les élites et étaient considérés non prioritaires. Mais du coup, s'il n'y avait pas assez de pilotes qui avaient le classement d'accession qui s'inscrivaient sur la compétition, on pouvait quand même remplir la compétition avec des pilotes non prioritaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe encore avec les fédérales 1? Non, C'est-à-dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la réunion de la journée de demain, donc j'ai vu passer que Karim et Daniel étaient sur le chat. Demain, ils vont organiser 2 manches différentes, dissociées, une fédérale 1 et une fédérale 2, sur le même site avec la même organisation. Et il y a 13 inscrits sur la fédérale 1 et 17 pilotes sur la fédérale 2. Comme ça, on garde l'homogénéité de la manche par rapport aux pilotes. On évite les mixités. Alors, je me permets d'amener des éléments complémentaires à cette logique-là. Et je comprends qu'elle interroge et qu'elle questionne et qu'elle fasse débat. Je veux juste donner cet élément qui est factuel, c'est que dans le deltaplane, ça fait plusieurs décennies qu'on utilise cette manière de faire. Et donc, effectivement, toutes les compétitions, elles ont un caractère de regroupement très convivial avec l'ensemble des compétiteurs. Et effectivement, on a les sports, donc les ailes à mât, et puis les ailes open, les ailes sans mât qui courent, qui ont 2 manches différentes. Et ça nous arrive effectivement de nous croiser ou d'avoir des temps communs au cours de la manche. Mais ça pose aucune difficulté. Et puis surtout, ça met beaucoup d'équité dans notre système, quoi. Voilà. Il y a Karim qui a levé la main. Alors, Karim, Oui. ton micro est éteint. Coupé. Voilà, Karim, il faut que tu allumes ton micro si tu es en train d'essayer de parler. Alors, le temps que Karim résolve son problème technique, on a une autre personne qui vient de lever la main. Tanguy. Tanguy Dufort. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation super claire et détaillée. J'ai une petite question par rapport à la visibilité des épreuves actuellement dans le calendrier. On a tous remarqué qu'il y en avait forcément beaucoup, beaucoup moins que les années précédentes et on se demandait justement si c'était en attente de ces compléments d'information pour les organisateurs et les délais pour se former, etc. Parce que là, la question qui se pose, c'est comment on va pouvoir tous s'inscrire. J'imagine par rapport à la quantité de pilotes intéressés par les compétitions ex-sport, donc plutôt Fédéral 2. Voilà, comment on va réussir à caser tout le monde et est-ce que des clubs qui ne sont pas encore référencés ici comme organisant une épreuve vont en fait bien organiser quelque chose maintenant que tout le monde en sait un peu plus sur les nouvelles modalités et les règles de sécurité, etc. Alors, Laurent, je te propose de faire un tout petit propos introductif et puis je te laisse la parole derrière. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a des volumétries qui sont complètement différentes. On est monté par le passé jusqu'à plus de 70 compétitions programmées. Donc effectivement, l'ensemble des événements et l'évolution a généré un certain nombre
d'hésitation ou de débat ou d'attente. Et donc, effectivement, pour l'instant, je crois qu'on a une vingtaine de compétitions qui sont sur le calendrier. Et, et ça me paraît légitime que certains d'entre vous, notamment les organisateurs, eh ben, étaient en attente un peu de voir comment ça allait se passer avant de rentrer dans ce jeu. Donc effectivement, ça va être possible dès à présent. Et Laurent, je te laisse compléter. Oui, donc parmi les organisateurs, il y a certains qui ont inscrit leurs événements en précisant dessus comme quoi ils attendaient le règlement. Et moi, j'ai eu beaucoup d'organisateurs au téléphone qui disaient que voilà, ils attendaient le règlement pour savoir comment ils allaient faire et ils attendaient de connaître la nouveauté et comment ça allait se passer. Pour ce qui est formation, d'ores et déjà, il y a des formations pour les DE et coordinateurs sportifs sur la conception de manches. Il y aura déjà 2 sessions. Alors, ça sera des sessions en distanciel, en 2 parties, 2 soirées. Donc, il y aura déjà 2 sessions programmées début mars. Et de même, il y aura des formations début mars. On va privilégier les gens qui ont mis au programme leur compétition très tôt dans la saison. Les compétitions de fin mars, avril, mai sont prioritaires, mais il y aura plein d'autres sessions qui seront effectuées. Pour les formations, ça se passera en 2 temps. Il y a une partie théorique qui se fera en distanciel et bien sûr en partie pratique sur place. Voilà, en côté tutoriel, on pourra. Je vais privilégier que les gens qui ont fait la formation théorique viennent participer. On l'a fait l'année dernière sur le championnat de France Delta et après l'Open d'Annecy. Voilà, les personnes qui faisaient le live tracking à Annecy sont venues sur le championnat de France Delta pour finir de se former et ils ont été opérationnels sur leur événement. Mais Ouais. pour le calendrier, bah, c'est les organisateurs, c'est nos bénévoles de la Fédé. Voilà, on peut les accompagner, on peut aller faire beaucoup de choses avec eux. Par contre, on ne peut pas créer les dates sur le calendrier et les imposer. Alors, oui, Ouais. juste Laurent, je me permets d'ajouter, avant de laisser la parole, j'ai vu que Karim avait pu allumer son micro. Cette logique volumétrique, elle a du sens. On comprend bien qu'on a envie, on l'a dit, a envie de développer la pratique. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on est dans une transition qui est forte avec une vocation à mieux sécuriser nos événements. Donc, il faut qu'on accepte collectivement, me semble-t-il, que effectivement dans cette transition, eh ben, on est peut-être une volumétrie un petit peu plus faible, le temps de s'approprier des modes de fonctionnement et une culture de la sécurité dans nos événements qui nous permet, qui va nous amener beaucoup de sérénité à tous, côté pilote comme côté organisateur. Voilà, donc bon, peut-être qu'on va avoir cette transition à vivre, même très, très certainement. Et si ça se traduit temporairement par une volumétrie un petit peu plus faible, eh ben, il faut l'accepter aussi. Voilà. Karim, je Merci crois que tu as beaucoup. retrouvé la parole. Avec plaisir. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 Ah, Karim. ok. Donc bonjour à tous. Oui, donc nous, comme ça a été dit, on commence demain. Alors c'est vrai qu'on a fait on va faire deux compètes dans une, hein. On a été un peu forcé parce qu'au départ, l'idéal pour nous, ça aurait été de faire qu'une fédérale 1 parce que à peu près tout le monde ici coche la case, hein. C'est-à-dire qu'on a plutôt des gens qui font de la compète depuis des années et beaucoup de manches tous les ans, hein, puisqu'on a 20 manches par an, sauf qu'on a quand même 2-3 pilotes qui n'ont pas de classement. Donc, si on ne voulait pas les refuser, on s'est dit, bah, on n'a pas le choix, il faut faire une fédérale 2 aussi. Et du coup, ça s'est fait d'ailleurs un petit peu hier. Du coup, moi, j'ai carrément imposé un peu à nos pilotes, là, qui sont en C, de se retrouver tous en fédérale 2. Alors, il y a plusieurs questions là-dessus. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent parce qu'en fait, j'ai pas mal de pilotes en C qui auraient voulu aller en fédéral 1, hein. Et il y a des questions surtout sur le scoring, sur les points que ça rapporte, parce qu'une manche à 13, c'est pas pareil qu'une manche à 30, ou comment ça va se passer, parce que bon, les points, ça compte pour pas mal de gens. On a pas mal de personnes aussi qui vont passer un DEGEPS, donc voilà, il y a beaucoup de questions par rapport aux points, au scoring. Qu'est-ce que ça va donner le scoring sur deux manches le même jour avec en fait deux petites manches finalement en nombre de pilotes? alors je peux répondre à ta question Oui. techniquement sur la valeur de la manche.
sur le règlement français, elle est plafonnée à 0,9. Donc elle perd que 10%. Qu'après, elle correspond classiquement à la moitié de tes pilotes, la première moitié de tes pilotes inscrits. Et donc le fait que tous les... Alors, Oui, on n'a pas entendu, Karim. oui, Karim, on t'a perdu là. Alors, on va laisser Karim sortir de sa boîte de nuit et on va laisser la parole à... Erwan J'arrive pas à voir Dietrich. les... Allez, c'est parti. J'ai un Vous m'entendez certain... là? Oui, très bien, Erwan. Oui, ouais, Erwan. Oui. Ouais, moi j'ai juste une petite question sur comment vous êtes basé sur quoi pour limiter les ENC à 6,5 d'allongement? Alors, ça, je vais répondre. On est sur le standard international. En fait, comme je ne sais pas quel est votre niveau d'intérêt à ça, il y a des discussions au niveau international, notamment avec les constructeurs. Là, je vais rentrer un tout petit peu dans la logique. Effectivement, on sait, et notamment les constructeurs qui sont les plus en vue sur la compétition de haut niveau, savent très bien que cette entrée par la classe, elle pose des difficultés parce que, pour pas les citer, des marques comme Ozone, Niviuk sont capables demain de faire passer des ailes qui sont aujourd'hui CCC dans une classe C avec très 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 peu d'évolution, ce qui dévoierait complètement la philosophie, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une logique internationale de dire en plus de la classe, et même peut-être demain prioritairement à la classe, il va falloir rentrer dans une logique de jauge, en fait, de jauger le matériel pour l'amener sur des configurations qui sont adressées à des pilotes un petit peu moins expérimentés. Et donc, effectivement, cette jauge du 6,5 d'allongement est aujourd'hui le standard international. Et il y a de nombreuses réflexions en cours dans les instances pour accompagner cette jauge d'autres éléments qui seraient susceptibles de mieux paramétrer les ailes qui sont dans cette catégorie-là. Voilà, donc en fait là c'est vraiment une logique d'alignement sur l'international et aussi une logique de progressivité, voilà, parce qu'on sait qu'effectivement l'allongement est un paramètre non négligeable dans la problématique de pilotage. Ouais, mais j'ai été voir, sauf erreur, j'ai été voir sur le règlement SRS qui aujourd'hui est la compétition référente pour les ENC et on voit pas de limite d'allongement, il dit juste ENC. Je dis ça, c'est parce qu'en fait, il y a quand même des marques qui aujourd'hui ont sorti leur voile commercialement parlant l'année dernière et qui aujourd'hui, en fait, ne pourraient pas, en tout cas, ne peuvent plus vendre leurs ailes parce qu'une est à 6,55 et l'autre est à 6,6 d'allongement. J'ai pas été voir toutes les marques, hein. J'ai été voir des marques que je connais et que les voiles vont bien. Et en fait, je me demandais pourquoi 6,5. En fait, 6,5, ça correspond à la photon d'ozone. Et en fait, il y a des marques qui, elles, aujourd'hui, sont complètement sont hors jeu. Et enfin, je sais pas, je trouve que c'est pour ça que je me pose la question. Le SRS ne met pas d'allongement, de point d'allongement sur leur règlement. Alors, si ça le fait à venir, pourquoi pas, hein, je suis pas contre, mais aujourd'hui, je vois pas ça dans le classement SRS. Alors, est-ce que le SRS est une norme ou est-ce que le SRS aujourd'hui, on s'en fout? Je sais pas. Ma question, voilà, je trouve ça un peu dommage aujourd'hui arbitrairement de dire c'est tant et puis que du coup, il y a des marques qui, ne peuvent plus vendre leur matériel, quoi. En fait, c'est dans une discussion à la FAI, c'est pas encore acté, mais entre les constructeurs et la FAI, de façon à bloquer l'ENC à 6,5 d'allongement. OK, bon, Voilà. enfin, ouais, bon, c'est Ouais, c'est non, mais dommage pour certaines marques quand même, hein. oui, oui. Non, mais en fait, on voit bien la problématique que ça pose, hein, vous la connaissez, on va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les systèmes d'homologation, donc l'entrée par classe, elle est problématique de fait, parce que le type d'homologation fait que de toute façon, de nombreux constructeurs ont l'expertise, la compétence et l'histoire pour être capables de passer dans la classe C des guns, pour le dire très simplement. Et donc aujourd'hui, ce constat-là qui amène un certain nombre de réflexions sur une limitation par jauge et non pas par la classe, quoi.
Voilà, donc effectivement, Erwan, tu as raison, hein, cette problématique, elle est entière et elle va être amenée à évoluer. Voilà, aujourd'hui, on a fait le choix de s'inscrire dans cette tendance internationale, mais qui demande d'être consolidée et qui pose des problèmes, comme tu viens de l'indiquer, c'est tout à fait réel, quoi. Alors, derrière, on avait un monsieur Dupont ou madame, je sais pas, je vois pas les prénoms et les inscriptions. C'est On laisse la parole à Dupont. Dupont. Voilà, je ne sais pas, donc pas de micro allumé pour l'instant. Allez, donc on va attendre que cette personne règle son problème technique. On avait Alain de Bléonel, il me semble, qui a demandé la parole. J'ai retrouvé le micro si vous voulez. Pardon, alors vas-y, alors voilà, on ne connaît pas ton prénom. Voilà. Non, c'est Nicolas Dupont, je Nick Dupont. Ah, mais pardon, c'est- voilà, pardon. Moi, j'avais une question sur l'accès, la réaccessibilité à la compétition. J'ai repris la compétition il n'y a pas longtemps. J'ai une voile qui est en CCC et j'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir me réinscrire en compétition. Je suis moniteur depuis longtemps, parapentiste depuis très longtemps aussi, et ça a été compliqué de pouvoir réaccéder. Alors, ne serait peut-être, comme on parle de classe et de voile, de classe de gens et de voile, peut-être pourrait-on faire une classe spécifique pour les gens qui, on le sait, ont de l'expérience et veulent reprendre la compétition. Je veux bien amener des éléments de réflexion. Donc, en fait, tu pars de ton expérience personnelle et je vais oser parler un peu de la mienne. Moi, j'ai tourné en Coupe du Monde pendant pas mal d'années. Et j'ai plus de classement depuis très très longtemps parce que ça commence à dater. Et donc, il me semblerait complètement cohérent que si je reprenne la compétition, je la reprenne en m'inscrivant dans la progressivité des circuits pour progressivement pouvoir remonter vers le très bon et voir le haut niveau. Et donc, effectivement, ce que tu dis est une des logiques dans lesquelles, effectivement, on s'inscrit. Même ça ne dit rien, effectivement, de l'expérience qu'ont les pilotes sous une CCC, hein. Mais par contre, on imagine peu de pratiques sportives où quand on n'a pas pratiqué en compétition pendant plusieurs années, voire décennies, on reprend directement dans le top niveau, quoi. Voilà, et ça, qu'on prenne le football, la moto, l'équitation ou toute autre activité, ben, en fait, il faut refaire ses armes progressivement. Voilà, donc c'est ça la logique aujourd'hui. Alors, Après, le bémol à ça, c'est qu'effectivement, on va faire un traitement particulier. On traitera des cas particuliers qui se présentent, mais dans le respect de nos règles. Voilà. ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai dû sortir du circuit de la FAVL, passer sur d'autres compétitions pour pouvoir reprendre un parcours en compétition avec ma voile qui est en classe CCC. Hmm. Et malheureusement, ça s'est fait sans vous. D'accord. Et Et je pense qu'on n'est c'est peut-être intéressant. pas les seuls, je suis peut-être pas la seule personne qui veut reprendre la compétition, qui n'en a pas fait depuis longtemps, mais qui peut attester d'un niveau en étant moniteur, etc., etc. Je me suis demandé si peut-être vous pourriez faire quelque chose d'adapté pour les gens comme moi. C'est bien noté, effectivement, tu fais partie de ces cas particuliers qui vont nécessiter des adaptations et des réflexions spécifiques. Ok, merci. Il y avait Alain de Lionel, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour, merci de me laisser la parole et merci pour cette présentation assez claire. Et je comprends les évolutions vers lesquelles se tourne la FAVL au niveau sécuritaire. Je me pose un petit peu en tant qu'organisateur, avec ce regard-là, on est un petit club dans le 04 qui organisions jusqu'à présent tous les ans des compétitions de Il y a type Élise qui vient de fédération. répondre. Lorraine. Pardon. Attention. Et Attention, si vas-y, vous on m'entendez? t'écoute. Oui, on t'écoute. Oui. Au vu des évolutions, si j'ai bien compris, pour organiser une compétition en 2025, on devra forcément passer par des modules de formation, notamment au niveau de l'équipe organisation, hein, j'ai toujours ce regard-là. Sous quel délai aujourd'hui ces formations peuvent être organisées? On sait que les compétitions
pour les clubs sont aussi des mannes financières importantes pour la vie du club parce qu'elles permettent effectivement de faire entrer un peu d'argent dans les caisses. On fait appel aussi à beaucoup de bénévoles pour organiser ces compétitions. Quand je vois tous les rôles clés qui sont à distribuer et qui semblent effectivement aujourd'hui peut-être essentiels, je ne suis pas certain qu'on ait la possibilité de mobiliser tout le monde d'ici la fin de l'année. Donc, quid en fait pour 2025, pour des clubs comme les nôtres? Est-ce qu'on aura le temps et les moyens humains et financiers aussi d'organiser une compétition sur 2025? Ou est-ce qu'on considère aujourd'hui que c'est une année blanche et que pourra faire la FFVL financièrement pour aider les clubs qui ne pourront pas organiser une compétition? Est-ce que des solutions ont été envisagées voilà. Alors, il C'est y à la a fois une impulsion et une question, hein, c'est un peu long, mais... tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs aspects dans ta question et qui sont totalement essentiels et qui, globalement, s'intègrent dans tout le dispositif d'accompagnement aux organisateurs, qui est, donc on l'a bien identifié comme une fragilité et on l'a aussi identifié comme un secteur dans lequel on va très concrètement mettre des moyens humains, financiers et matériels de manière massive. Alors déjà, premier élément de réponse, c'est que, alors j'ai peut-être pas été assez clair quand je l'ai dit peut-être un peu trop furtivement, les gens qui ont déjà tenu des rôles, ils peuvent d'ores et déjà reprendre des rôles en 2025, indépendamment des modules de formation. Il n'en reste pas moins, et on est dans une logique de développement des compétences et d'accompagnement, qu'on les invite à venir suivre ces modules de formation. Voilà, mais on n'a pas rendu obligatoire ça. Voilà, et ces modules de formation, comme l'a dit Laurent, il y en a déjà un certain nombre qui sont programmés et qui sont planifiés. Il se passe, alors peut-être qu'il faudra qu'on le reprécise, mais on ne l'a peut-être pas précisé, ce sont des modules qui se passent en visio, qui vont être donc calibrés sur des plages de 2-3 heures. Il va y en avoir une offre vraiment importante qu'on va démultiplier pour que les gens puissent s'inscrire sur ces modules de compétences. Le deuxième aspect de ta question, il est sur, et qui est un aspect vraiment fondamental, sur la capacité notamment des petites organisations à mobiliser des ressources bénévoles, ou pas d'ailleurs, hein, ou pas, parce que ça aussi, ça s'interroge, sur leur club. Alors, une partie de la réponse, c'est effectivement qu'il y a des rôles qui sont cumulables. Voilà. Et donc, comme l'a dit Laurent, ça dépend du contexte global de la compétition. Le contexte topographique, le contexte aérologique, le nombre de compétitions. Et c'est là que l'accompagnement du responsable compétition fédérale, il est fondamental, notamment dans l'écriture de ce qu'on appelle le DPSI, donc le dispositif sécuritaire global, qui fait l'objet d'un aller-retour et d'une validation in fine par l'organisateur et le RCF, et qui permet ce type d'adaptation. Donc effectivement, on peut complètement comprendre que sur des petites organisations, il y ait des rôles qui soient cumulables, et puis il y en a qui sont inaliénables, qui ne sont pas cumulables, effectivement. Donc, c'est une partie de la réponse, hein. Elle est certes incomplète et ça doit être mis à l'épreuve de la réalité. Et après, ah oui, dernier point très important, ce qu'on imagine aussi, et souvent, on a toujours pensé les organisations comme une organisation complète par club, en tout cas par organisation, quoi. Mais aujourd'hui, on va être capable de vous fournir un fichier avec l'ensemble des coordonnées de sécu, l'ensemble des directeurs d'épreuves, l'ensemble des live trackers. Et donc, on va vous inviter à une mutualisation des ressources et des échanges de bons procédés entre structures organisatrices. Et ça, c'est de nature avec une vision donc nationale de ces staffs-là et qu'on est susceptible de vous consolider. Typiquement, vous dites il nous manque un live tracker, eh ben, on pourra aller voir dans un fichier national des live trackers s'il y en a un qui est susceptible de venir vous appuyer sur votre compétition. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, Eric, en gros, dans l'intranet du pilote, quand il fera une formation ou qu'il aura tenu un rôle clé, ça sera précisé chaque fois et comme ça, on aura à disposition, à proximité dans le département, savoir qui est opérationnel. Ok, merci pour ces réponses. Alors, il est déjà 10h30, on reprend encore 2 ou 3 questions et on... Allez, on prend. Je vous propose qu'on prenne les deux dernières qui ont levé la main. Donc, il y a Cédric et Maxime.
Et ensuite, on passera sur le processus de remontée des questionnements qu'on vous a présenté il y a quelques minutes. Allez, Cédric. Cédric. Oui, bonjour, Voilà. vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Oui. Alors moi, j'aimerais rapidement que vous éclaircissiez le point du live tracking pour les pilotes. Concrètement, quel matériel ça va nous demander d'utiliser en plus? Est-ce que ça va passer par le fait d'utiliser certains logiciels en plus ou des balises que vous allez fournir, etc. J'ai pas trop bien compris encore le système de live tracking. Alors, pour répondre à ta question, tu te places en tant que pilote ou organisateur? Pilote. Pilote. Donc, en fait, la fédération avait déjà investi sur des trackers. On complète le parc de trackers qui nous monte à 390 trackers sur le territoire français, plus le parc qu'ils ont à La Réunion, mais ils sont tellement loin qu'ils ont leur tracker à eux, et qui seront fournis gracieusement par la FFVL à l'organisation et donc remis à chaque pilote lors de D'accord. l'événement. Donc on aura un live tracking sur nos instruments de vol plus un tracker additionnel. Voilà, En fait, donc, ça se ouais, faisait vas-y, déjà. Laurent. Ouais, ça se faisait déjà sur les compétitions, alors l'ancien format Ligue ou le championnat de France, ou certains FI2, mais ça va se généraliser sur tous les circuits de compétition. Voilà, D'accord. pour répondre techniquement à ta question, Cédric, effectivement, donc il y a une imposition d'un double tracking. Donc il y a un tracking qui est fourni systématiquement par l'organisateur sur lequel tu n'as rien à faire en termes de manipulation, c'est-à-dire que c'est un boîtier qui t'est fourni par l'organisateur, qui est déjà préconfiguré, allumé, et tu as simplement à le rendre le soir à l'organisateur. Et secondairement, on te demande d'être visible sur une plateforme qui s'appelle PureTrack. Donc là, il y a tout un tas de tutos et de formations qui vont vous être proposées. Mais maintenant, le dispositif est beaucoup plus avancé, il est beaucoup plus facile. Donc la plateforme, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, c'est un système en fait qui agrège, qui permet de remonter les données de plein de types d'instruments. Il y en a maintenant plus d'une trentaine. Donc je ne vais pas évidemment tous les citer, mais ceux que vous connaissez très bien, des XC-Track, des C-Ride, vous pouvez en fait, vos traces que vous utilisez dans votre pratique de loisirs habituels, en fait, c'est par une manipulation informatique très simple, vous pouvez faire remonter la donnée sur une plateforme qui va être visible par l'organisateur, qui s'appelle PureTrack. Et donc ça, on aura des visios régulières qui vont être proposées avec un tuto qui existe déjà, que vous avez disponible en ligne, qui vous permet de faire ça. Et il y a certaines applis, je ne vais pas les citer évidemment, qui en fait font ça. Maintenant, la plupart des applis font ça de manière automatique. Vous avez plein de systèmes de tracking classiques que vous utilisez avec votre smartphone. À partir du moment où vous générez votre compte là-dessus en 2 clics et que vous lancez votre enregistrement, vous êtes visible sur cette plateforme automatiquement sans passer par le paramétrage sur la plateforme. Donc c'est devenu extrêmement facile et ça permet donc à l'organisateur, une fois de plus, en cas de défaillance du système primaire, d'avoir une visibilité sur vous pour pouvoir lever les doutes quant à votre position. Voilà. Il y aura l'accompagnement pilote aussi qui ira avec. Voilà. D'accord. Donc oui, il faudra qu'on ait chaque pilote suivre le tuto pour pouvoir être visible sur PureTrack, quoi. Oui, voilà. Mais tu vas voir, je suis un exemple parfait de grande, en pleine déficience des outils numériques. Je suis nul avec ça et c'est devenu extrêmement simple en 2 clics. Voilà, on est visible sur PureTrack et donc l'organisateur peut avoir une double visibilité sur toi. Question de Maxime. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, parfait, ok. Moi, je souhaitais juste revenir sur, on en a déjà un petit peu parlé, mais en rajoutant justement quelques questionnements sur la nouvelle organisation des classes de compétition entre Fédéral 1 et Fédéral 2 avec la limitation des ENC. En fait, le gros problème que je pense beaucoup d'organisateurs voient, c'est la difficulté à rassembler un certain nombre de pilotes
d'organisation. Et je comprends la réflexion de base qui est que le mélange des classes de voile peut poser des problèmes. Enfin, je pense notamment en championnat de France où on se retrouve à plus de 100 pilotes dans une grappe avec des différences de vitesse de vol quand on enroule qui peuvent causer des incidents. Maintenant, la réalité du terrain sur des compétitions courtes, type de week-end, dans des régions, typiquement chez nous dans les Vosges ou La Réunion, on a l'exemple avec Demain, où le nombre de pilotes finalement est relativement limité. En moyenne, on tourne à 30 compétiteurs. Mis à part, en fait, rajouter encore une surcouche de difficulté aux organisateurs à rassembler des pilotes qui veulent participer, je comprends pas tout à fait le principe, notamment l'exemple là de la Réunion qui se retrouve avec 15 pilotes dans une classe, 15 dans une autre. Finalement, est-ce que ça a vraiment un sens? D'autant plus quand l'argument que Eric, tu avançais, de dire que les deltistes font déjà ça et ça n'empêche pas d'avoir une manche où les pilotes se croisent en l'air. Mais justement, si les pilotes se croisent en l'air alors que c'est ce qu'on essaye de ne pas faire, quel est l'intérêt du dispositif? Et de la même manière, moi, le problème que je vois, c'est pour les organisateurs en termes de logistique. Ça entraîne soit qu'on a une équipe qui se retrouve à gérer 2 parcours en même temps. Donc là encore, dans la mesure où on essaye de rajouter plus de sécurité, je ne vois pas comment on peut avoir plus de sécurité si en fait il faut dédoubler l'attention qu'on doit porter aux tâches de chacun, ou alors si on ne peut pas se dédoubler, ça veut dire qu'en fait on doit avoir le double de bénévoles quasiment, ce qui est déjà aussi un problème. Donc en fait la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une jauge de nombre de pilotes, par exemple qu'une compétition qui a moins de 40 pilotes, ou même 30, mais puisse être à la fois Fédéral 1 et Fédéral 2, et du coup ça allège à l'organisateur au niveau de l'organisation parce qu'il reste sur un seul parcours à gérer, etc. Et je vois pas vraiment quelle sécurité on apporte en plus du coup à dédoubler ça. Autant je le comprends très bien sur les événements longs d'une semaine, ou alors sur les endroits, on va dire typiquement dans les Alpes où ils ont un bassin de compétiteurs très important, mais autant sur toutes les autres régions, je sais, nous dans les Vosges, ça pose des vraies questions. Et nous, notre crainte finalement qui est toute bête, c'est qu'on va se retrouver avec de moins en moins de compétiteurs parce que si on n'organise que des fédérales 2, nos pilotes habituels de Fédéral 1, ils pourront plus participer. Et de la même manière, si on n'organise que des Fédérales 1, les nouveaux primo-compétiteurs, on n'arrivera pas à les intégrer. Voilà. Au-delà, merci beaucoup Maxime là, pour cette question. Effectivement, on comprend parfaitement que ça interroge parce que ça c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. D'abord, je vais te faire une réponse sur le fond. En fait, c'est pas simplement la différence des vitesses en thermique ou vitesse en cheminement ou encore la question des croisements, de la visibilité des aéronefs. Ça, c'est secondaire dans la logique, dans ce qu'on propose. Ce qui est vraiment fondamental, c'est que les compétences de pilote, en fait, elles se traduisent par des modalités de déplacement qui sont très différentes. Et au-delà du matériel qu'on utilise, quand on a beaucoup d'expérience, on s'engage dans des modes de cheminement, des modes de déplacement qui ne sont pas adaptés pour des gens qui ont beaucoup moins d'expérience. Je vais prendre un exemple très concret. On entraîne, quand on entraîne des jeunes qui sont sur le pôle, sur les pôles, notamment le pôle Espoir, on a des jeunes qui ont 3 ans d'expérience, qui sont très avancés, qui ont déjà touché à l'international, et puis des jeunes qui arrivent dans le circuit. Si on leur propose la même séquence, en fait, ceux qui sont moins expérimentés, en fait, ils sont en danger, non pas parce qu'ils ont du matériel différent, ils sont en danger parce qu'en fait, ils s'engagent sur des cheminements et des modalités de déplacement qui ne correspondent pas à leur expérience, qui ne correspondent pas à leur capacité à évaluer la qualité du thermique en sortie de cheminement ou à évaluer la qualité de leur pilotage dans une situation qui pourrait être un peu plus complexe sur certains types de déplacements. Donc, il faut arriver aussi je pense, à bien intégrer que les compétences pilotes, elles sont de nature complètement différente en fonction de leur expérience.
Et que quand on dit cet argument qui revient très très souvent, de dire oui, mais moi ça me tire vers le haut d'être avec des pilotes bien plus expérimentés, ça m'incite à faire. Mais enfin bon, quand on est à la deuxième balise et qu'ils sont déjà à la bière, ils nous ont pas beaucoup aidés. Mais pire que ça, quand en fait on est en haut du thermique avec eux et qu'ils s'engagent dans des choix de trajectoire qui nous dépassent complètement en termes d'analyse et d'expérience, là, par contre, on se met en danger de suivre des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Et c'est plutôt ça le fond de la pensée qui nous a animés. Et je comprends que ça nécessite des échanges et beaucoup de débats, mais voilà, j'essaye de te donner la philosophie de ce qui nous a animés. On avait dit qu'on arrêtait là. Je vois que quelqu'un a levé la main. On peut prendre peut-être cette dernière question. J'ai pas répondu à l'entièreté de du sujet qu'a abordé Cédric, hein. Évidemment, c'est un sujet fort et essentiel. Et effectivement, et ça on l'a dit sur la dernière diapo là, notamment, on va mettre ça à l'épreuve de la réalité et on en tirera les conséquences. Et on va voir si effectivement ces choix qu'on fait, ils sont problématiques sur le plan sécuritaire ou pas, et s'ils amènent vraiment des manières de s'engager dans la pratique qui sont fondamentalement différentes ou pas. Et donc ça va nous demander une expérience. Alors bon, je vois que les questions, elles continuent à monter alors qu'on avait dit qu'on arrêtait. On va peut-être s'arrêter là. Comme on l'a dit, on va vous inviter à remonter vos questions dans les dispositifs qu'on vous a précisés, qui sont l'adresse mail, et pour les organisateurs, le flux de questionnement sur Discord. Et je vous propose qu'on s'en arrête là pour cette séquence de ce matin. On comprend qu'il y a encore de nombreuses et fortes questions. On va y répondre et on va faire vraiment un effort de communication beaucoup plus puissant et d'échange beaucoup plus puissant que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, où on est bien au clair sur cette fragilité de notre côté. Et on répondra à vos questions. Et notamment, la foire aux questions aura cette vocation aussi à synthétiser les questions de même type et d'apporter des réponses plus complètes. Je vous remercie beaucoup de votre présence à cette séquence, et notamment 200 personnes, c'est vraiment important. Il y a des pilotes, il y a des organisateurs, il y a des licenciés. Ça montre tout l'intérêt et l'envie qu'il y a collectivement de progresser dans nos circuits de compétition. Donc ça, je le sais de toute façon, sans hésitation, que tout le monde est en phase avec ce désir de développer nos pratiques compétitives. Voilà, et effectivement, dans un cadre plus sécurisant à la fois pour les pilotes et les organisateurs, et c'est ça bien notre intention. Je vous remercie beaucoup pour cette séquence publique, et on se retrouve sur les différents réseaux par les systèmes de questionnement. Là, j'ai rajouté dans le chat l'email pour envoyer vos questions. Ouais. Bon week-end à vous. Merci à toutes et tous. Bon week-end. Et j'espère bon vol à toutes et tous pour cet après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.